La lueur de l'écran de mon téléphone projetait une lumière blafarde et cruelle dans le salon plongé dans la pénombre. Il était 21 heures un vendredi soir, et la maison était silencieuse, à l'exception du faible ronronnement du réfrigérateur et du doux tic-tac du grand-père dans le couloir, une horloge que j'avais minutieusement restaurée moi-même. Sur l'écran, une photographie. Ma fille, Sarah, se tenait au centre d'une pièce lumineuse, son bras enlaçant celui de son mari, Marc. Ils tenaient tous les deux des flûtes de champagne bien haut, leurs visages rougeoyants de joie. Autour d'eux, une foule d'au moins 50 personnes faisait de même, une mer de visages souriants et de verres levés. La légende sous la photo, postée il y a à peine 15 minutes, disait « La meilleure pendaison de crémaillère de tous les temps, tellement reconnaissant envers tous nos amis et notre famille extraordinaire qui sont venus célébrer notre nouvelle maison. On se sent tellement béni. » Je fis défiler l'album. Il y avait une photo de Sarah avec sa mère, ma femme, Laura, toutes les deux rayonnantes. Il y avait Marc avec ses parents, l'air insupportablement fier. Il y avait des cousins, des tantes, des oncles, et une foule de jeunes amis branchés dont j'ignorais les noms. Tout le monde était là, tous ceux qui comptaient pour elle. Tout le monde, semblait-il, sauf moi. Un sentiment devenu désagréablement familier au cours des dernières années commença à se former dans ma poitrine. Ce n'était pas la rage chaude et explosive d'un homme lésé. C'était une chose froide et lourde, comme un bloc de glace se formant autour de mon cœur, creusant mes entrailles jusqu'à ce que je me sente comme une coquille fragile et vide. Je baissai le téléphone, son poids semblant immense dans ma main, la main qui avait signé le chèque de 450 000 $ pour acheter cette même maison, celle dans laquelle ils faisaient tous la fête. Mon nom figurait sur le titre de propriété. C'était une formalité, m'avait conseillé mon avocat, pour une année. Un cadeau, avais-je dit, une base pour leur avenir. Et je n'étais pas invité à voir qu'elle était chaleureusement occupée. J'appuyai ma tête contre le cuir usé de mon fauteuil, celui pour lequel j'avais économisé pendant 2 ans après que Laura et moi nous soyons mariés. Je pouvais sentir les craquelures dans le cuir, comme une carte des milliers d'heures que j'y avais passées, fatigué jusqu'aux os après une journée de 12 heures à diriger mon entreprise de construction, réfléchissant à la façon de subvenir aux besoins, de construire une vie pour ma famille, pour Laura et pour la petite fille de 10 ans aux yeux méfiants qui venait avec elle. C'était Sarah. Quand je l'ai rencontrée, elle n'était qu'angle vif et suspicion. Son père biologique avait été un fantôme, une histoire de déception qu'elle avait entendue de sa mère. J'étais le nouvel homme, l'intrus dans leur petit appartement de 2 pièces. Je n'ai pas forcé. J'étais juste là. J'ai réparé la moustiquaire grinçante. J'ai remplacé l'ampoule vacillante dans son couloir qui lui faisait peur. J'ai appris qu'elle adorait la glace à la fraise mais qu'elle détestait les morceaux de fruits dedans, alors je passais ce qui me semblait une éternité à les enlever pour elle. Je me souviens du jour, peut-être 6 mois après mon emménagement, où elle est rentrée de l'école avec la chaîne de son vélo cassée. Elle a jeté le vélo dans la cour, ses petites épaules tremblant de frustration. Je suis sorti, me suis agenouillé sur l'herbe humide sans un mot et j'ai sorti mon outil multifonction. Elle m'a regardé depuis les marches du porche, son menton reposant sur ses genoux. Mes doigts, déjà calleux et épais à cause du placoplâtre et du bois d'œuvre, ont travaillé méthodiquement, ramenant la chaîne graisseuse en place. Cela m'a pris 20 minutes. Quand j'ai eu fini, j'ai essuyé mes mains sur un vieux chiffon et j'ai simplement dit « Voilà ». Elle n'a pas dit merci. Elle est juste remontée sur le vélo et a fait un lent cercle bancal autour de la cour. Mais plus tard ce soir-là, alors que je lisais le journal, elle est venue se tenir à côté de mon fauteuil. Elle a posé un dessin sur l'accoudoir. C'était une image d'un homme avec un énorme sourire et une clé à molette à la main, debout à côté d'un vélo. En bas, en caractère maladroit d'enfant, il était écrit « Merci, Rich ». C'était la première fois qu'elle utilisait mon nom. J'ai gardé ce dessin. Il est toujours rangé dans le tiroir supérieur de mon bureau, une relique d'une époque où un petit acte de service était vu et apprécié. Les années ont défilé à partir de là. Elle a commencé à m'appeler Rich, puis un jour, avec hésitation, Papa. C'était un accident. Elle me racontait une longue histoire alambiquée à propos d'une dispute avec une amie à l'école.
Et puis elle a dit, et j'ai dit, et papa, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé ensuite. Elle s'est arrêtée, son visage devenant écarlate. J'ai juste souri doucement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, ma chérie? Ai-je demandé, et après cela, le nom est resté. Le son de ce mot était la plus grande fierté de ma vie. C'était plus réel que mon entreprise, plus substantiel que la maison que j'ai construite pour nous de mes propres mains. J'ai tout payé. Non pas parce que Laura l'a demandé ou parce que Sarah l'a exigé, mais parce que c'était ce qu'un père faisait. C'était ma compréhension du rôle. On subvient aux besoins, on protège, on construit. J'ai payé les bagues qui ont redressé ses dents. J'ai bossé 3 week-ends d'affilée sur un chantier de toiture commerciale éreintant pour lui payer sa place au voyage scolaire en Europe, un voyage qui a coûté plus de 5 000 $. Elle m'a envoyé une seule carte postale. Elle disait « Paris est incroyable, j'aimerais que tu sois là ». Je l'ai scotché sur le réfrigérateur. Quand elle a eu 16 ans, je lui ai acheté sa première voiture. Pas une neuve, mais une Toyota de 5 ans, la voiture la plus sûre et la plus fiable que j'ai pu trouver pour moins de 10 000 $. J'ai passé tout un week-end à vérifier le moteur, à faire la vidange et à remplacer moi-même les plaquettes de frein pour m'assurer qu'elle était en sécurité. Elle était aux anges. Pendant une année entière, elle a été de nouveau ma fille. Elle m'emmenait en voiture à la quincaillerie le samedi et me parlait de ses amis et de ses cours. Mais l'université a été le point de bascule. L'érosion lente a commencé là. Je me souviens être assis à la table de la cuisine avec Laura, la lettre d'admission de l'université d'État posée entre nous. Les frais de scolarité et de logement s'élevaient à 22 000 $ par an. Laura était secrétaire d'école. Son salaire couvrait à peine nos courses et nos factures. Mon entreprise marchait bien, mais nous n'avions pas cette somme qui traînait. J'avais un compte à part, mon fonds de rêve, avec un peu plus de 30 000 $ dessus. J'économisais pour une Ford Mustang classique de 1967. J'en voulais une depuis que j'étais gamin. J'ai regardé le visage plein d'espoir et d'enthousiasme de Sarah, puis celui, inquiet, de Laura. La Mustang était un rêve stupide, me suis-je dit. Une voiture. L'avenir de ma fille était réel. Le lendemain, j'ai vidé le compte et payé sa première année. Je ne leur ai jamais dit à quoi cet argent était destiné. J'ai juste dit que j'avais fait quelques arrangements. Au cours de ces 4 années, elle est devenue de plus en plus distante. Les appels téléphoniques sont devenus moins fréquents, et quand ils avaient lieu, ils se terminaient généralement par une demande d'argent. « Papa, mon ordinateur portable vient de rendre l'âme et j'ai un gros devoir à rendre. » Ça, c'était 1 200 $. Tous mes amis partent en voyage de printemps au Mexique, je serai la seule à rester dans le dortoir. Ça, c'était 1 000 $ de plus. J'ai toujours dit oui. Chaque chèque que je signais me semblait être un fil, un lien avec la fille qui s'éloignait. Je pensais payer pour la garder dans ma vie. Je réalise maintenant que je ne payais que pour le privilège d'être utilisé. Les présentations ont changé, elles aussi. Quand elle a ramené son premier petit ami sérieux à la maison, elle m'a présenté comme « Voici ma mère, Laura, et son mari, Richard. » Pas mon père. Ces mots ont été comme une petite piqûre, vive, mais je les ai ignorés. Je me suis dit que ce n'était que de la sémantique. Elle était adulte maintenant. C'était une dynamique familiale compliquée. Mais cette formule a persisté, et elle l'a utilisée de plus en plus, surtout avec ses nouveaux amis sophistiqués. Le mari de maman. C'était une rétrogradation, une destitution. Je n'étais plus l'homme qui réparait son vélo et lui apprenait à conduire. J'étais une note de bas de page dans l'histoire de la vie de sa mère. Puis Marc est arrivé. Il était banquier d'investissement, toujours en costume impeccable et avec un sourire condescendant. Il regardait mes bottes de travail avec une sorte de pitié amusée. Il m'appelait Rich, mais la façon dont il le disait donnait l'impression que c'était le surnom qu'un caddie donnerait à un golfeur. J'ai essayé de l'apprécier, pour le bien de Sarah. Je l'ai invité à un barbecue avec mes frères, des hommes qui, comme moi, travaillaient de leurs mains, plombiers, électriciens, mécaniciens. Marc est resté maladroitement dans un coin, tenant une bouteille de bière artisanale qu'il avait apportée, parlant fort au téléphone de rachat par emprunt et de volatilité du marché. Il ne collait pas. Plus que ça, il n'essayait pas. Il considérait mon monde,
le monde qui avait payé l'éducation et le confort de sa fiancée, comme pittoresque et inférieur. Et Sarah, ma Sarah, se tenait à ses côtés, hochant la tête et souriant, comme si elle avait honte de nous. Le mariage était la véritable répétition générale de l'humiliation de ce soir. Il a coûté une fortune. Le lieu seul coûtait 15 000 $. Le traiteur, les fleurs, la robe. La facture finale s'élevait à plus de 40 000 $. J'ai dit à Laura que nous n'en avions pas les moyens. Elle a pleuré. Sarah a pleuré. Elle a dit que c'était son jour spécial. Alors j'ai contracté un prêt commercial. Je me suis dit que c'était un investissement dans l'entreprise, une modernisation nécessaire de l'équipement, mais je savais. Chaque fois que je remboursais ce prêt, je payais pour une fête où je serais systématiquement effacé. À la réception, les discours ont commencé. Le père de Marc, un avocat corpulent, a prononcé un long discours décousu sur son fils brillant. Laura a rendu un hommage larmoyant et affectueux à sa magnifique fille. Le témoin a raconté des anecdotes embarrassantes. La demoiselle d'honneur s'est extasiée. Puis Sarah s'est levée, radieuse dans sa robe à 5 000 $. Elle a remercié sa mère d'être son roc. Elle a remercié les parents de Marc de l'avoir accueilli dans leur famille. Elle a remercié ses demoiselles d'honneur. Elle a même remercié l'organisatrice de mariage par son nom. Puis, alors qu'elle était sur le point de se rasseoir, elle a semblé se souvenir de quelque chose. Elle a jeté un coup d'œil vers ma table, où j'étais assis avec mes frères, et a offert un sourire rapide, éclatant, dédaigneux. Oh, et un merci spécial au mari de ma mère, Richard, pour, vous savez, avoir aidé. Un coup de pouce. Comme si j'avais participé aux frais du bar. 40 000 $, un prêt commercial qui me pesait sur la tête, et 2 décennies de ma vie, tout ça réduit à un coup de pouce. J'en ai perdu le souffle. Mon frère, David, assis à côté de moi, a posé une main sur mon épaule. Il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de le faire. Il savait. À cet instant précis, entouré de 150 personnes, je ne m'étais jamais senti aussi invisible, aussi seul. Laura a essayé de désamorcer la situation plus tard, de retour dans notre chambre d'hôtel. Oh, chérie, elle était juste submergée. Il y avait tellement de gens à remercier. Tu sais qu'elle ne voulait pas dire ça comme ça. Dire quoi, Laura ? Ai-je demandé, la voix dangereusement calme. Que je suis le banquier, celui qu'on appelle quand on a besoin de quelque chose, et qu'on range dans sa boîte une fois qu'on a fini. Ne sois pas comme ça, Richard, a-t-elle dit, sa voix commençant à prendre un ton suppliant et défensif. Elle t'aime. C'est juste... Elle a toujours été un peu irréfléchie. Un peu irréfléchie. C'était l'excuse qui avait recouvert 1 millier de fissures dans notre famille. Sarah était irréfléchie quand elle avait oublié mon 60e anniversaire l'année dernière, pour m'appeler 3 jours plus tard pour me demander si je pouvais me porter caution pour un prêt automobile pour Marc. Sarah était irréfléchie quand elle et Marc sont venus pour le dîner de Noël, sont restés exactement 1 heure puis sont partis pour aller à la fête d'un ami, emportant avec eux la coûteuse bouteille de scotch que j'avais achetée pour Marc. Chaque incident était une petite coupure, mais elle s'accumulait depuis des années, et je me vidais de mon sang, mon respect de moi-même s'évanouissant à chaque affront passif-agressif et chaque acte de manque de respect désinvolte. La blessure finale, la plus profonde, a été la maison. Ils étaient mariés depuis 2 ans, vivant dans un appartement exigu dont Marc se plaignait constamment. Ils voulaient acheter une maison dans une banlieue agréable, mais avec leurs prêts étudiants et les dépenses somptuaires de Marc, ils ne pouvaient pas obtenir un prêt hypothécaire suffisamment important. Ils sont venus dîner chez nous un dimanche. C'était une embuscade soigneusement orchestrée. Sarah a préparé le repas, ses pâtes spécialité, dont je savais qu'elle avait appris la recette grâce à moi il y a des années. Elle était charmante et attentionnée, riant à mes blagues, s'intéressant à mon travail. Elle était la fille dont je me souvenais, la fille qui me manquait si désespérément. Puis, au dessert, la représentation a commencé. « Papa » a-t-elle dit, les yeux embués de larmes calculées. « Marc et moi, nous avons du mal. On a trouvé la maison parfaite. Il y a un petit jardin, une pièce pour... tu sais, peut-être un bébé un jour. »
Elle m'a regardé, son expression étant un mélange parfait d'espoir et de désespoir. Mais la banque, elle ne veut tout simplement pas nous accorder le prêt. Nous allons la perdre. Marc a renchéri, jouant son rôle. C'est un excellent investissement, Rich. Le marché dans ce secteur est solide. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide pour l'acompte. Un acompte conséquent. Conséquent comment ? Ai-je demandé, sentant déjà l'attraction familière de mon portefeuille. Eh bien, a dit Marc, en regardant ses ongles. Idéalement, pour éviter les taux d'intérêt élevés et l'assurance hypothécaire, nous aurions besoin d'environ 100 000 $. J'ai failli m'étrangler avec mon café. 100 000 $. Il l'a dit comme s'il demandait à emprunter une tondeuse à gazon. Laura m'a regardé, les yeux suppliants. C'était pour sa fille, pour ses futurs petits-enfants. Comment pouvais-je dire non ? Mais quelque chose en moi a hésité. Le souvenir du discours de mariage était encore une blessure vive. J'ai regardé Sarah, son visage strié de larmes, et j'ai vu non seulement ma fille, mais une étrangère qui avait appris à manipuler parfaitement l'homme qu'il aimait. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Puis j'ai dit « Laissez-moi y réfléchir ». Les 2 semaines suivantes ont été un enfer. Laura était maussade et distante. Sarah m'appelait tous les jours en pleurs me disant qu'ils allaient perdre la maison. C'était du chantage émotionnel du plus haut niveau. Je me sentais piégé. Mon amour pour la fille qu'elle était autrefois et mon devoir envers ma femme étaient en guerre avec la réalisation grandissante et nauséabonde que je me faisais manipuler. Finalement, j'ai trouvé un compromis que je pensais être à la fois généreux et protecteur. Je ne leur donnerai pas 100 000 $ pour un acompte. Je ferai quelque chose de mieux. J'achèterai la maison pour eux. Content. J'avais des placements que je conservais depuis des décennies, un portefeuille que j'avais constitué avec les restes après toutes les dépenses familiales. C'était ma retraite, mon filet de sécurité. J'ai appelé mon courtier et j'en ai vendu une part importante. La maison a coûté 450 000 $. J'ai payé en espèces. Nous nous sommes tous réunis au cabinet de l'avocat pour signer les papiers. J'ai expliqué mes conditions très clairement. La maison est ma propriété, ai-je dit, en regardant directement Sarah et Marc. L'acte de propriété sera à mon nom. Vous y habiterez gratuitement. Vous paierez les impôts fonciers et les charges, mais l'actif m'appartient. Dans un an, si tout se passe bien, nous pourrons envisager de transférer l'acte de propriété à vos noms. Ce n'est pas un don d'argent, c'est un don d'un foyer, d'une fondation. J'ai besoin de savoir que vous le respecterez, et que vous respecterez la personne qui l'a offert. Sarah pleura à nouveau, cette fois-ci avec ce qui ressemblait à une gratitude sincère. Elle me serra si fort que j'avais du mal à respirer. « Merci, papa », murmura-t-elle, utilisant un nom qu'elle n'avait plus prononcé depuis des années. « Merci, merci. Nous allons te rendre si fier. » Marc me serra la main, sa poigne ferme pour une fois. « Richard, je suis sans voix. C'est incroyablement généreux. Nous ne te décevrons pas. Pendant quelques mois, ce fut parfait. Ils emménagèrent. Je les ai aidés. J'ai passé un week-end à poser des étagères et à réparer un robinet qui fuyait dans la salle de bain d'amis. Ils m'invitaient à dîner. On avait l'impression d'avoir franchi un cap. J'avais fait ce geste grandiose, cet acte d'amour et de soutien indéniable et monumental, et il semblait enfin leur avoir rappelé ma valeur. J'ai commencé à baisser ma garde. Le bloc de glace froid dans ma poitrine a commencé à fondre. Et puis, ce soir, la pendaison de crémaillère. J'ai regardé les photos à nouveau, le nombre considérable de personnes, les plateaux de nourriture d'aspect professionnel, les guirlandes lumineuses dans la cour arrière que j'avais aidé Marc à installer le mois dernier. Une fête de cette envergure ne s'improvise pas. Il faut des semaines de préparation, des semaines à envoyer des invitations, à élaborer une liste d'invités. Une liste d'invités qui, de manière pointue et délibérée, m'excluait. Ma femme, Laura, entra dans le salon, tenant 2 tasses de thé. Elle était en peignoir, son visage démaquillé et propre. Elle vit l'expression sur mon visage, le téléphone dans ma main,
et son expression vacilla. « Oh, Rich !» dit-elle, sa voix douce et empreinte d'excuses anticipées. « Tu as vu. » Je ne répondis pas. Je me contentais de la regarder. Elle posa les tasses sur la table basse. « Écoute, chérie, ce n'était pas censé être une grosse affaire. C'était juste... tu sais... Surtout les collègues de Marc et leur groupe plus jeune. Sarah a dit qu'il prévoyait d'organiser un vrai dîner de famille pour nous, pour toi et moi et ma sœur, la semaine prochaine. Quelque chose de plus tranquille. Quelque chose de plus tranquille, répétai-je, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Donc je suis la famille chose plus tranquille, c'est ça? Pas digne de l'événement principal? Celui où ils montrent leur belle nouvelle maison à tout le monde? Bien sûr que non. Ne sois pas ridicule, dit-elle, sa voix devenant un peu trop aiguë. Elle ne voulait juste pas que tu te sentes mal à l'aise. Tu sais que tu n'aimes pas les grandes fêtes bruyantes. C'était l'excuse classique. C'était de ma faute. Mon aversion pour les foules était la raison de mon exclusion. C'était un acte de gentillesse, vous voyez. Il me protégeait d'un bon moment. Laura, dis-je, ma voix calme, sans chaleur. J'ai installé le variateur de lumière dans cette salle à manger. J'ai réparé le grincement de la 3e marche de leur escalier. Je me suis agenouillé sur le sol de leur chambre principale et j'ai posé moi-même la moulure quart de rond parce que l'entrepreneur qu'ils ont engagé a fait un travail bâclé. Mon nom figure sur le document juridique qui indique qui possède cet amas de briques et de bois. Et je n'ai pas été invité à la pendaison de crémaillère. Je fis une pause, laissant les mots résonner dans l'air. N'ose pas me dire que c'était pour mon bien. Des larmes montèrent à ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux que je dise, Richard ? C'est ma fille. Elle est parfois irréfléchie, je sais qu'elle l'est, mais c'est tout ce que j'ai. Et qu'est-ce que je suis, moi ? Demandai-je, la question jaillissant de cet endroit vide en moi. Suis-je ton mari ? Ou suis-je juste le type qui paye pour tout, l'homme utile qu'on peut ranger quand il ne correspond pas à la décoration ? Elle ne pouvait pas répondre. Elle resta juste là, tordant la ceinture de son peignoir, le portrait d'une femme déchirée entre l'homme qu'elle aimait et l'enfant qu'elle couvrait. Son silence était la seule réponse dont j'avais besoin. Je me levai, je la dépassai, quittai le salon et entrai dans mon petit bureau. Je fermai la porte derrière moi, le clic du loquet résonnant d'une manière anormalement forte dans la maison silencieuse. Je m'assis à mon bureau, celui que j'avais acheté d'occasion il y a 25 ans et que j'avais restauré moi-même. J'ouvris le tiroir du haut et sortis le dessin fané de l'homme avec la clé à molette. Je le regardai longuement. Puis je le remis et sortis le dossier étiqueté « Propriété rue Elm ». À l'intérieur se trouvait l'acte de vente, les relevés de clôture, la preuve du virement de mon compte d'investissement au vendeur. 450 000 $. Un chiffre qui me paraissait obscène maintenant. Ce n'était pas un cadeau. C'était le prix de ma propre humiliation. Je pris mon téléphone. Mon cœur battait à un rythme lent et régulier. La glace dans ma poitrine n'était plus seulement un bloc, elle durcissait, se solidifiant en quelque chose d'autre. De la détermination. Je fis défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom. Michael Evans, avocat. Je ne l'appellerai pas ce soir. Il était tard. Ce n'était pas un acte de passion ou de colère. Ce serait une décision commerciale calme, raisonnée. Ma fille avait invité tout le monde à sa pendaison de crémaillère sauf moi, celui qui l'avait achetée. Alors je la vendrai. Le week-end fut le plus long de ma vie. Laura se déplaçait sur la pointe des pieds autour de moi, son visage un masque d'anxiété. Elle essaya de me parler samedi matin. « Rich, chérie, pouvons-nous en parler, s'il te plaît ? Je suis sûre que Sarah a juste fait une stupide erreur. Si seulement tu l'appelais... » « Il n'y a rien à discuter, Laura, » dis-je sans lever les yeux de mon journal. « C'est terminé. » « Terminé quoi ? De quoi parles-tu ? » « L'erreur était la mienne, » dis-je en repliant enfin le journal et en la regardant dans les yeux. « Je l'ai commise il y a longtemps, j'ai confondu dépendance et affection. J'ai cru qu'en donnant davantage, je serais plus apprécié. J'avais tort.
Plus je donnais, moins j'avais de valeur. Elle se remit à pleurer. « Tu vas détruire notre famille pour une stupide soirée. » La soirée n'était pas la cause, Laura. C'était le symptôme. C'était l'aboutissement d'années passées à être ignorées, manquées de respect et dévalorisées. C'était une déclaration publique de mon statut dans cette famille. Et je l'accepte. Le dimanche après-midi, Sarah appela. Sa voix était vive et enjouée, pétillante des réjouissances de sa soirée réussie. « Salut papa, comment vas-tu ?» L'emploi du mot « papa » était si manifestement faux maintenant qu'il en était presque comique. « Je vais bien, Sarah, » répondis-je d'une voix neutre. « Ah, tant mieux. Écoute, maman a dit que tu étais un peu contrariée à propos de la soirée. Je suis tellement désolé. C'était juste un truc fou avec les collègues de Marc, ça a pris des proportions bien plus importantes que prévu. On allait absolument vous inviter à un vrai dîner en famille le week-end prochain, quelque chose de tranquille, juste pour vous. » Le script était identique à celui de Laura. Elles avaient clairement coordonné leur version. C'était insultant. « Je vois, dis-je. » Il y eut une pause. Elle s'attendait à ce que je dise. « Ah, d'accord, je comprends. » Elle s'attendait à ce que je pardonne et que j'oublie, comme je l'avais toujours fait. Quand je ne dis rien, une pointe d'irritation se glissa dans sa voix. « Bon ? C'est bon, hein ? J'ai dit que j'étais désolé. »« Je t'ai entendu, » dis-je. Un autre silence gênant. Puis, la véritable raison de son appel émergea, comme toujours. « Bref, » dit-elle en changeant de ton. « La raison pour laquelle j'appelais, c'est que Marc et moi regardions des meubles de patio. Et il y a un ensemble incroyable en solde, mais la solde se termine demain. C'est vraiment une super affaire, 50% de rabais, mais ça coûte quand même genre 3000 $, et avec toutes les dépenses de la soirée. Je me demandais juste si tu pouvais peut-être nous aider un peu, comme cadeau de pendaison de crémaillère tardif. » J'ai failli rire. L'audace était à couper le souffle. Se tenir dans une maison que j'ai payée, une maison où on ne m'a même pas invité, et me demander 3000 $ pour des meubles de patio. C'était la pièce finale et clarifiante du puzzle. Je n'étais pas un père pour elle. J'étais une banque. Et la banque était maintenant fermée. « Non, Sarah, » dis-je. Le mot était silencieux, mais on aurait dit une porte qui se referme. Le silence à l'autre bout du fil était profond. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête, essayant de comprendre cet événement sans précédent. « Quoi ?» balbutia-t-elle finalement. « Qu'est-ce que tu veux dire par non ?»« Je veux dire non, » répétai-je. « Je ne vous donnerai plus d'argent, ni pour des meubles de patio, ni pour rien d'autre. » « Mais pourquoi ?» Sa voix était un mélange de confusion et d'indignation. « Ce n'est que 3000 $. Tu les as !»« Ce n'est pas ça le problème, » dis-je en gardant ma voix stable. « Le problème, c'est que ma générosité est prise pour acquise pour la dernière fois. Tu as organisé ta pendaison de crémaillère, Sarah. Tu as très clairement indiqué qui tu considères comme ta famille. J'accepte ta décision. Et avec cette décision viennent des conséquences. » « Des conséquences ? De quoi parles-tu ? Tu me menaces ?» Maintenant, elle était en colère, la princesse privilégiée dont le fidèle sujet avait enfin osé se rebeller. « Non. Je constate un fait. Vous devriez profiter de la maison, Sarah. Marc et toi devriez en profiter pendant les 90 prochains jours. Parce que lundi matin, mon avocat vous enverra un avis d'expulsion officiel. Je vends la propriété. Chez la Moe. » L'explosion à l'autre bout du fil fut tout ce à quoi je m'attendais. Cris, pleurs, accusations. J'étais cruel. J'étais un monstre. Comment pouvais-je lui faire ça ? C'était sa maison. Non, Sarah, dis-je, coupant court à sa tirade d'une voix aussi froide et dure que l'acier. C'est ma maison. Tu as parfaitement clarifié cette distinction vendredi soir. Vous avez 90 jours pour trouver un autre endroit où vivre. C'est plus que généreux dans les circonstances. Le nom de mon avocat est Michael Evans. Vous pouvez demander à votre avocat de le contacter si vous le souhaitez. Ne m'appelle plus à ce sujet. Et sur ce, je raccrochais. Je bloquais son numéro, puis je bloquais celui de Marc. Je restais assis dans le silence de mon bureau, le cœur battant non pas de colère,
mais d'un étrange et terrifiant sentiment de libération. Les chaînes invisibles de culpabilité et d'obligation qui m'avaient lié pendant 20 ans venaient de se briser. Les retombées furent immédiates et spectaculaires. Laura était hystérique. Sa sœur m'a appelé, hurlant que j'étais un vieux bonhomme vindicatif essayant de détruire la vie de sa nièce. J'ai écouté calmement, puis j'ai raccroché. Les parents de Marc, le juriste bedonnant et sa femme snob, m'ont envoyé un courriel moralisateur me menaçant de poursuites judiciaires que j'ai transmis directement à Michael avec la note. Pour ton amusement. Michael était mon avocat et mon ami depuis 30 ans. Quand je l'ai appelé lundi matin, il a écouté toute l'histoire sans m'interrompre. « Bien joué, Rich », a-t-il dit quand j'ai eu terminé. Il était grand temps. Les papiers sont béton. Ils n'ont aucun argument juridique valable. Ce sont des occupants sans titre et vous leur accordez un préavis généreux de 90 jours. Je ferai envoyer l'avis d'expulsion par coursier cet après-midi. Les 90 jours furent une guerre d'usure. Laura a déménagé dans la chambre d'amis. Notre maison est devenue un endroit froid et silencieux. Elle me laissait des mots suppliants sur le comptoir de la cuisine. « S'il te plaît, Rich, ne fais pas ça. Tu détruis notre famille. » Je les lisais, les pliais soigneusement et les jetais. Elle ne comprenait pas. La famille à laquelle elle faisait référence était déjà une fiction. Je refusais simplement de financer plus longtemps la production. Sarah et Marc ont tout essayé. Ils ont envoyé des amis communs pour me parler. Ils ont fait appel à une tante qui m'a dit que je brisais le cœur de Laura. Ils ont même essayé de se pointer à mon atelier un après-midi. Je les ai vus arriver à bord de la BMW de Marc. J'ai dit à mon contremaître, un homme bien nommé Carlos avec qui je travaillais depuis 15 ans, de leur dire que je n'étais pas disponible. Je les ai regardés depuis la fenêtre de mon bureau se disputer avec lui, le visage de Marc devenant rouge et tacheté. Finalement, ils sont partis. Le plus dur était de gérer Laura. Et un soir, environ un mois après le début de la période de 90 jours, elle est entrée dans mon bureau. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Elle est dans un sale état, Richard », a-t-elle dit, la voix rauque. « Elle m'appelle tous les soirs en pleurant. Ils n'arrivent pas à trouver où vivre. Personne ne veut leur louer sans un dépôt de garantie énorme, et ils n'ont pas d'économie. Ils ont le salaire de Marc, ai-je dit, sans lever les yeux des plans que j'étais en train d'examiner. Ils gagnent plus de 200 000 $ par an, d'après ce qu'il m'a dit à Noël. S'ils n'ont pas d'économie, c'est le résultat de leur propre choix. Il a perdu sa prime cette année, a-t-elle dit doucement. Et il a des prêts étudiants. Ils sont vraiment en difficulté. Tout le monde a des difficultés, Laura, ai-je dit, en croisant enfin son regard. J'en ai eu. J'ai travaillé 70 heures par semaine pendant une décennie pour bâtir cette entreprise afin de pouvoir subvenir à vos besoins, à toi et à elle. J'ai dormi sur un lit de camp, dans le bureau certaines nuits, pour terminer un travail à temps. C'est ce qu'on fait. On sacrifie, on travaille, on construit. On ne va pas pleurer auprès de sa mère, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des meubles de jardin, après que son beau-père, envers qui on a manqué de respect, vous a offert une maison à un demi-million de $. Ce n'est pas son beau-père, a-t-elle murmuré. C'est son père. C'est elle qui a décidé que je ne l'étais pas, ai-je répondu. Pas moi. Ce fut la fin de cette conversation. Elle a vu la finalité dans mes yeux. La décision était prise. Les jeux étaient faits. Les 90 jours se sont écoulés. Le dernier jour, un camion de déménagement est apparu à la maison sur Elm Street. Je n'y suis pas allé. J'avais engagé une société de gestion immobilière pour s'occuper de la remise des clés et de l'inspection des dommages. Ils m'ont envoyé un rapport cet après-midi-là. La maison était vide. Ils l'avaient laissée étonnamment propre, à l'exception de quelques éraflures sur les murs à l'endroit où ils avaient déplacé des meubles. Au centre du salon, ils avaient laissé une seule enveloppe avec mon nom dessus. L'agent a proposé de me la poster. Je lui ai dit de la jeter. J'ai mis la maison sur le marché la semaine suivante.
Elle s'est vendue en 3 jours pour 20 000 $ de plus que ce que je l'avais payé. L'argent est retourné sur mon compte de retraite. La blessure était refermée. La vie s'est installée dans un nouveau rythme, plus calme. Laura a fini par revenir dans notre chambre. Nous n'avons pas parlé de Sarah. C'était un trou béant dans nos vies, un sujet trop douloureux à aborder. Nos conversations portaient sur des choses quotidiennes, les courses, mon travail, la météo. La chaleur avait disparu, remplacée par un vide poli et triste. Je savais que je l'avais profondément blessée, mais je savais aussi que faire autrement aurait signifié m'anéantir complètement. J'ai commencé à prendre soin de moi pour la première fois depuis des années. Je me suis inscrit à une salle de sport, j'ai commencé à manger plus sainement, j'ai pris mes vendredis et je suis allé pêcher, quelque chose que j'ai toujours aimé, mais pour lequel je n'ai jamais eu le temps. Un jour, sur un coup de tête, je suis allé chez un concessionnaire de voitures de collection. Au fond du parking, sous une bâche poussiéreuse, se trouvait une Ford Mustang de 1967. Elle était rouge candy apple. Elle avait besoin de réparation, mais la base était bonne. Je l'ai achetée sur place. J'ai payé comptant. J'ai passé les 6 mois suivants dans mon garage à restaurer cette voiture. C'est devenu ma thérapie. Penser la vieille peinture, recabler le moteur, refaire le rembourrage des sièges. Mes mains, les mains que Marc avait si condescendantes dédaignées, ont redonné vie à cette magnifique machine. Laura venait parfois me regarder, debout silencieusement dans l'embrasure de la porte. Je pense qu'elle a recommencé à me voir, non pas comme un pourvoyeur ou un résolveur de problèmes, mais comme un homme avec ses propres passions, sa propre vie. Un samedi, environ 1 an après avoir vendu la maison, une voiture inconnue s'est garée dans notre allée. Une femme en est descendue. C'était Sarah. Elle avait changé. Plus mince. Ses vêtements étaient plus simples. Le coûteux sac à main de Marc avait disparu, remplacé par un simple cabas en toile. Elle resta un long moment dans l'allée, à simplement regarder la maison. J'étais dans le garage, en train de polir le pare-choc chromé de la Mustang. Je ne suis pas allé la rejoindre. J'ai continué à travailler. Finalement, elle s'est approchée de la porte du garage. « Salut », dit-elle. Sa voix était faible. J'ai grogné un accusé de réception, sans lever les yeux. « Elle est magnifique, cette voiture, » dit-elle. « Je l'aime bien, » répondis-je. Nous sommes restés silencieux pendant une bonne minute. Je sentais Laura observer depuis la fenêtre de la cuisine. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit Sarah. Elle plongea la main dans son cabas et en sortit un petit objet encadré. Elle me le tendit. Je sais que c'est probablement trop tard, mais je voulais que tu l'aies. J'ai enfin arrêté de polir et je l'ai regardé. J'ai pris le cadre. C'était le dessin qu'elle avait fait pour moi il y a des années. L'homme avec la clé à molette et le vélo. Elle l'avait fait encadrer par un professionnel. « Où as-tu trouvé ça ?» demandai-je, la voix rauque. « Maman me l'a donné. Il y a longtemps. Elle a dit que je devais toujours me souvenir. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Et d'ailleurs, j'ai oublié. Pendant longtemps, j'ai oublié. » Un autre silence. Je regardais tour à tour le dessin et son visage. Je voyais la petite fille aux yeux méfiants, l'adolescente qui m'appelait « papa » et la jeune femme privilégiée qui m'avait si profondément blessé. Elles étaient toutes là. « Marc et moi, nous avons divorcé, » dit-elle doucement. « Il est parti il y a environ 6 mois. Il a dit qu'il ne supportait pas de ne plus avoir le style de vie auquel nous étions habitués. Il a dit que je l'avais entraîné vers le bas. » Elle laissa échapper un petit rire amer. « C'est drôle, n'est-ce pas ? Je suppose que nous nous servions tous les deux des autres pour obtenir ce que nous voulions. » Je ne disais toujours rien. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Je n'allais pas dire « ce n'est pas grave », parce que c'était grave. « Je travaille maintenant », poursuivit-elle, essuyant une larme de sa joue, « dans un café, et je suis des cours du soir à l'université locale pour obtenir un diplôme d'assistante juridique. Je vis dans un minuscule appartement au-dessus d'une laverie automatique. C'est bruyant, mais c'est chez moi. Je le paye moi-même. » Elle prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit.
Je ne suis pas là pour te demander de me pardonner parce que je ne le mérite pas. Je voulais juste dire... Je voulais dire que je suis désolé. Pour la pendaison de crémaillère. Pour le mariage. Pour tout. Tu as été un bon père pour moi. Le seul que j'ai jamais eu. Et j'ai tout gâché parce que j'étais une gamine gâtée, égoïste et ingrate. Je suis tellement, tellement désolé. Les mots étaient injustes. Et ils sonnaient sincères. La glace dans ma poitrine, la résolution qui était devenue mon armure, ressentit une légère, presque imperceptible fissure. Pas un dégel, mais une reconnaissance. Une prise de conscience de sa douleur et de ses efforts. Je regardais le dessin encadré dans mes mains, puis je la regardais. « Merci d'avoir rapporté ça, dis-je, la voix égale. Cela signifie beaucoup pour moi. » Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je ne lui ai pas proposé de la prendre dans mes bras. Le gouffre entre nous était trop vaste, creusé pendant trop d'années, pour être franchi en un seul après-midi. Mais je ne l'ai pas renvoyée non plus. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai regardé ma fille et j'ai ressenti autre chose qu'une froide et dure détermination. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était peut-être la faible, lointaine possibilité d'une grâce. Elle acquiesça, comprenant la limite que je maintenais. « D'accord, » murmura-t-elle. « Bon, je vais y aller. » Elle se retourna et retourna à sa voiture modeste. Je la regardais s'éloigner. Je me tenais dans l'embrasure de mon garage, la Mustang restaurée étincelant derrière moi, le dessin encadré à la main. Laura est sortie et s'est tenue à mes côtés, glissant sa main dans la mienne. Sa poigne était chaleureuse. J'avais perdu une maison, et pendant un temps, une femme et une fille. Mais je m'étais retrouvé. J'avais repris ma dignité dans les cendres de leur irrespect. Et dans la paisible tranquillité de ma propre vie, une vie que je vivais désormais pour moi-même, je savais que j'avais fait le bon choix. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis très longtemps, il était à moi. Et cela valait plus que n'importe quelle maison.